Dans une poignée d'heures, 2019 s'achève et avec elle les années 2010. Que retenir de cette décennie en Afrique? On fait le point avec vous, Ousmane Diaye. Vous êtes le chef du service Afrique de TV5 Monde. Quel phénomène, selon vous, a marqué la décennie sur le continent? Cette décennie a été marquée par le surgissement radical du djihadisme en Afrique. Un surgissement armé, dans sa forme la plus radicale donc, et qui en très peu de temps a désintégré les États et créé un désordre géopolitique sans précédent depuis l'indépendance, notamment dans le cœur de ce désordre, le Sahel. Il faut noter que l'impact et la brutalité et la rapidité de la désintégration est extraordinaire. Si vous prenez le pays qui symbolise cet état de fait, c'est le Mali. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la décennie précédente, les années 2000-2001, le Mali était présenté comme un exemple démocratique. Il y a eu une révolution en 90, il y avait l'exemple malien, le bon élève malien, parce que les processus électoraux se tenaient à date échue et il y avait des élections qui aboutissaient à des résultats. Et puis bon. Et on est passé de cet État malien qui était un État exemplaire en Afrique à un État qui était menacé de disparition parce qu'en janvier 2012, n'eût été l'intervention des Français et l'opération militaire Serval, un État, le Mali, était menacé de disparition, d'être rayé sur la carte. Et pendant un an aussi, au cœur de l'Afrique, au cœur du Sahel, on a eu une sorte d'État, une sorte d'État AQMI au nord Mali et qui a gouverné le pays pendant un an. Comment on explique ce déplacement sur le continent africain de cette problématique djihadiste? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons, mais notons seulement deux. Le plus important, je pense qu'aussi, c'est un échec, c'est une incapacité des élites politiques, économiques, pouvoir comme opposition, à proposer un projet ou une alternative. C'est-à-dire on est dans une sorte d'impasse idéologique, d'impasse politique. Et face à cette impasse, il y a une offre de radicalité qui est là. Il faut quand même remarquer que dans la décennie précédente, les jeunes, il y a une vague au début des années 2000 qui était un peu Barça ou la mort, c'est-à-dire cette vague, cette ruée suicidaire vers l'Europe, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, il y a une alternative. Seulement, cette alternative est un totalitarisme. Il faut voir les régions ou les pays qui ont été les plus affectés par la pieuvre djihadiste, par la pieuvre terroriste, c'était les États les plus désintégrés. Deuxième chose, il y a la crise de gouvernance qui est là, qui est terrible. Quand vous prenez les djihadistes au Mali, je pense que la possibilité de se saisir des divisions communautaires, de la faiblesse de l'armée, a été un peu le nid fertile de cette expansion. Alors vous notez aussi dans cette décennie le retour de la question post-coloniale. Est-ce qu'on vit en quelque sorte l'épilogue du colonialisme? Je ne pense pas, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire, autant la première génération a essayé d'achever le processus de décolonisation, il n'y a pas réussi. Autant il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est décomplexée par rapport à la question coloniale, qui est née après la colonisation, qui ne l'a pas connue, et qui pose de façon plus radicale la question du lien à la France, essentiellement, donc l'ancienne colonie, et le pose de façon radicale et en termes de rupture, si vous voulez. C'est que l'ancienne génération, ou dans les décennies précédentes, n'ont pas été posées de façon aussi radicale. La nouvelle génération qui arrive ne peut plus supporter le franc CFA, ne peut plus supporter un certain type de récit sur l'Afrique, et aussi à une forme d'ouverture sur le monde. C'est-à-dire la France n'est plus le point de fixation. Il y a tellement d'autres possibilités pour cette génération qui se réfèrent à un autre narratif, à une autre vision. Vous parliez de la France, évidemment, un pays qui retient votre attention. Est-ce qu'on peut dire que pendant cette décennie, la France en Afrique a en quelque sorte un peu perdu les pédales? Elle a été beaucoup remise en cause. Et la relation dans la décennie a été très heurtée, très troublée. Elle commence quand même sur une promesse, la fin de la France-Afrique. On le sait aujourd'hui, que la question de la France-Afrique continue et perdure et structure les relations. Ça a commencé la décennie sur une promesse encore, le retrait militaire des Français en Afrique. Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'implications militaires de la France au Sahel. Et puis aussi, ce qui a durablement marqué la décennie et qui, je pense,
a été une sorte à structurer les relations et à créer une défiance très importante en Afrique. Ces deux événements. Le premier, il est plus éloigné, donc, mais qui a continué en France, c'est-à-dire c'est la remise en cause du récit colonial. C'est-à-dire en France, il y a eu cette tentative de réécrire l'histoire coloniale africaine avec un prétendu apport positif de la colonisation. Deuxième fait, le plus important et qui, je pense, est un marqueur et qui va structurer tout le reste de la décennie, c'est le discours de Dakar. Le discours de Dakar le discours de Dakar que Nicolas Sarkozy tient à l'université de Cheikh Anta Diop à Dakar. On va l'écouter, si vous voulez bien. C'est la figure du panafricanisme. On va écouter justement Nicolas Sarkozy, c'était le 23 juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy, vous le disiez, en quelque sorte, donnait le ton en fait, pour la décennie qui allait s'ouvrir en 2010. En fait, ce discours en Afrique, je pense qu'en France, on n'a pas assez mesuré la blessure que ce discours a engendré en Afrique. Il y a eu, dans un premier temps, la réponse des intellectuels qui a été très bien faite, documentée. Maintenant, ce discours a structuré toute une génération d'Africains dont la conscience politique s'est construite contre la France, s'est construite contre ce président français qui vient chez nous, qui vient à l'université Cheikh Anta Diop, qui n'est pas un espace neutre. Cheikh Anta Diop, c'est la figure d'une génération, c'est la figure du panafricanisme. Cheikh Anta Diop, c'est celui-là qui a quand même réhabilité l'histoire africaine, qui a réhabilité la place de l'histoire dans l'Afrique. Nicolas Sarkozy ne mesure peut-être pas l'enjeu symbolique de venir dans un tel espace et de dire l'Afrique n'a pas d'histoire. Et on a toute une génération d'activistes qui a émergé, très engagés, avec une autre façon de faire, et qui s'est positionné contre la France. Parce que ça veut dire aussi que peut-être que il y a un autre élément qui en a découlé, c'est que est-ce qu'à partir de là, les Africains, l'Afrique se raconte à nouveau, se réapproprie son récit? Oui, je pense que ça a créé un déclic, le discours de Dakar. Ça a créé un déclic en termes de prise de conscience politique par rapport à la France. Donc il y a une question qui est très importante, interroger la nouvelle relation néocoloniale, et puis aussi une réappropriation. Et puis se raconter soi-même? Oui, se raconter soi-même, s'approprier, parce que qu'est-ce qui se passe après Dakar? On se dit, voilà, un président français vient nous raconter notre histoire, vient nous raconter notre Afrique. Cette Afrique-là, c'est une imposture, elle n'existe pas. Et Dakar a créé ce déclic qui est qu'il y a une nouvelle génération qui a entrepris, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de dynamisme, de se réapproprier un récit du continent. Aujourd'hui, et la décennie l'a beaucoup montré, les Africains, sur différents supports, sur différentes plateformes, se racontent et comprennent l'enjeu de se réapproprier ce discours et que l'Afrique ne soit plus quelque chose qui subit, qui est raconté de l'extérieur. Et puis on le voit, ça se passe dans les séries, ça se passe dans le cinéma, ça se passe dans la littérature. C'est grâce à la bascule numérique, ça a été déterminant sur le continent africain? La démocratisation des outils a été le phénomène clé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait jusqu'ici? Ça a été très compliqué pour les auteurs, ou en tout cas pour les jeunes Africains, de produire un récit décloisonné qui est accessible à tous. On peut le discuter, mais les réseaux sociaux, le numérique, avec la démocratisation des outils qu'engendre, a créé d'autres espaces possibles pour un contre-discours, pour un contre-narratif qui était différent du narratif général. L'exemple le plus simple, c'est le cinéma, les téléfilms. Quand vous allez, il y a dans la décennie précédente un pays comme le Sénégal, les séries qu'on regardait, c'était des telenovelas brésiliennes ou américaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que regardent les jeunes Sénégalais? Des séries produites par des Sénégalais, avec des histoires sénégalaises, avec des réalisateurs et de la production sénégalaise. Sur le plan politique, maintenant, la décennie a été marquée aussi par ces vieux dirigeants qui s'accrochent au pouvoir à coup de changement de leur constitution respective. Est-ce qu'on peut dire qu'on constate un recul de la démocratie en Afrique sur cette décennie? Oui, hélas, oui. En tout cas, il y avait une promesse, un élan que les années 2000 semblait marqué, et on est totalement revenu de cet élan. Vous prenez les exemples de cette manie, en tout cas de cette vague de réformes constitutionnelles qui ont pour objectif immédiat de se maintenir au pouvoir. On a espéré au tout début de la décennie une sorte de vent démocratique qui serait dans la foulée du printemps arabe.
Enfin, aujourd'hui, quand vous regardez, on a l'exact contraire. Vous prenez un pays comme le Congo, un président du siècle dernier, Denis Sassou Nguesso, a promis de rempiler alors qu'il a fait 35 ans de pouvoir. Ça, c'est très important. Et ces processus-là n'ont connu que quelques exceptions. Il y a 3 pays qui ont connu des progrès démocratiques, à rebours du recul général. C'est le Sénégal qui a quand même échappé en 2012 à une tentative de modification de la Constitution. La Tunisie, dont le processus démocratique, quand même, quoi qu'on puisse dire, aboutit. Et puis peut-être le Burkina dans une moindre mesure. Pourquoi ces 3 pays-là ? Ces 3 pays, il faut remarquer. Alors, ces 3 pays, c'est des cultures de participation politique très fortes. Il y a une conscience politique très forte dans ces pays. Vous prenez la Tunisie et le Sénégal, c'est des pays qui ont une tradition du vote, qui ont une tradition du débat public. Et puis, pour le cas du Burkina, on a une tradition d'une société civile forte et très organisée. Je pense que là, le curseur qui est très déterminant, je pense que c'est les mobilisations et la capacité des sociétés civiles. Alors, je ne vais pas vous demander de jouer les pitis, mais avec ce bilan que vous venez de faire, vraiment en 2-3 mots, qu'est-ce que selon vous ça augure pour cette décennie qui s'ouvre d'ici à quelques heures ? Dans la prochaine décennie, il faudra que l'Afrique fasse face, que l'Afrique relève le défi du djihadisme armé, notamment au Sahel. Et puis, deuxième défi, je pense que ça va être la jeunesse. Pouvoir explorer tout ce narratif, toute cette production culturelle, toute cette production très imaginative de la jeunesse africaine.